Donc bonjour à tous et à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour notre webinaire du jour. On va parler de SCPI. Donc c'est pas très original venant de Deep Invest. La particularité, c'est qu'on va faire le bilan sur l'ensemble de l'année 2022, puisqu'on a l'intégralité des informations qui ont été communiquées par les gérants. On va donc pouvoir le planning du jour, est le suivant. On va faire un petit peu de macro pour récupérer et repenser un peu le cadre dans lequel évolue le marché des SCPI. Ensuite, derrière, on rentrer beaucoup plus dans le détail au travers de l'utilisation des outils, mais beaucoup plus dans le détail des chiffres de marché en faisant des focus différents selon les activités, les acteurs. Et puis, en dernière partie, on regardera un petit peu ce qui potentiellement s'est fait sur les valeurs de part en 2022 avec on va essayer de tirer des perspectives sur 2023. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Marc Sartori, je suis président fondateur de la société Deep Invest. J'ai tout un parcours dans l'immobilier. La particularité de Deep Invest, c'est qu'on a un cabinet d'analyse financière spécialisé sur l'immobilier. Le cabinet existe depuis 2005. On a mis à disposition nos outils depuis 2019 et on a pris le statut d'analyste financier, ce qui a la particularité sur le marché en accord avec l'AMF, que l'on ne vend pas de part de SCPI. Donc, on analyse l'intégralité du marché et on va apporter des éléments d'information, alors via nos scoring, mais aussi via un certain nombre d'autres outils à l'ensemble du marché, donc aux particuliers d'un côté, aux conseillers en gestion de patrimoine d'un autre, qui sont l'essentiel de nos clients. Et puis, on va aussi interagir avec l'ensemble des gérants de fonds à différents niveaux, soit pour la partie scoring, puisque chaque année, on leur adresse des questionnaires de durabilité qui vont leur permettre de préciser un certain nombre d'éléments et un certain nombre d'informations qu'on n'a pas forcément de nos bases pour pouvoir faire tourner nos algorithmes, puisqu'on en a deux au cœur de toute activité, un algorithme de performance financière et un algorithme de performance durable qui nous permettent de trouver en fait, l'ensemble de ces éléments. Voilà pour les présentations. Donc, pas d'invité, comme je le disais, ce mois-ci. On en aura un le mois prochain on fera un focus sur j'aurai l'occasion d'en reparler, mais on fera un focus sur tout ce qui est hôtellerie et résidence tourisme. On aura un représentant qui sera représentant de la société Atri, qui est spécialisée sur ce segment de marché. Voilà pour les présentations. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, on va rester encore assez macro, puisque on va raconter un peu le cadre du contexte économique et réglementaire. Alors, bon, le contexte économique, vous le connaissez tous, une inflation qui est encore à 6% par rapport à janvier, sur le mois de janvier. Des taux de moyens de crédit qui montent très sensiblement avec une augmentation encore de la BCE très récemment, le 8 février, avec 50 points de base. Donc, on est depuis juillet 2022 sur une augmentation de 300 points de base. Donc, on va parler ça juste après, mais c'est du jamais vu sur le marché. Donc, ceci étant, on est encore dans des proportions qu'un marché immobilier doit pouvoir avec lequel il peut vivre sans trop de difficultés. On va regarder ça un petit peu plus tard. On a des législations qui vont entrer en mise en œuvre. Première législation, SFDR, deuxième partie, qui va essayer de. Alors, SFDR, c'est un règlement européen qui a pour objectif de classifier les fonds les uns par rapport aux autres sur l'angle de la durabilité, donc avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans cette approche, on a les différents articles qui vont permettre de référencer les différents fonds, 6, 8 et 9. Donc 6, la durabilité n'est pas forcément dans les priorités, ce n'est pas affiché comme tel. 8, la durabilité est un paramètre qui est pris en compte, mais ce n'est pas un absolu. Et les fonds qui seront en article 9 sont effectivement dédiés à faire de la durabilité dans l'ensemble de leurs investissements. Voilà. Donc ça, c'est
ça, c'est mis en œuvre. Alors, nous, au niveau de la plateforme, les allocations de portefeuille référencent déjà en fait l'ensemble de fonds en fonction des classements qu'ils ont reçus. Et puis, on a derrière, dernière évolution, tout ce qui va être la RE 2020. Donc, c'est une réglementation dans les bâtiments neufs essentiels, pour l'essentiel, qui vont obliger à faire des analyses beaucoup plus complètes et des vraiment aux dernières normes du moment. Alors, elle se substitue à la RT 2012 qui était précédemment utilisée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat et en fait, on y répondra à la fin de la session en tout d'un coup. Comme ça permettra de profiter de l'ensemble des réponses qui sont proposées. Ce graphique, on l'a repris d'un document qui est issu de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'on voit la part du patrimoine des Français qui est répartie en milliards d'euros. C'est une évolution sur un peu plus de 26 ans. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de voir, quand on dit que les Français aiment l'immobilier, eh bien, je vous confirme, les Français aiment l'immobilier, la part est devenue très importante. Alors certes, il y a la revalorisation du prix de l'immobilier qui rentre dans le calcul. Enfin, tout de même, on est quand même à des proportions qui sont quand même très, très importantes. Et on voit bien la bulle qui a eu, l'augmentation très substantielle qu'il y a pu avoir de ce patrimoine lié au Covid. Alors, on n'a pas le 20-21, mais on voit bien qu'il y a une augmentation qui est quand même très, très importante et très sensible sur les 2 dernières années. Et à l'intérieur de ça, on voit aussi la répartition, la bourse qui reste quand même, qui a pris son importance, mais qui reste quand même tout à fait raisonnable par rapport au patrimoine immobilier. Donc l'immobilier, pour vous qui êtes professionnel, ce n'est pas une révélation, mais enfin quand même, très clairement, c'est un poids très important et très structurant. Alors, dans cet immobilier, quand on parle d'immobilier, on parle des taux d'emprunt, donc c'était intéressant de le remettre en perspective. C'est des perspectives longues, hein, mais ça permet aussi de voir que le marché de l'immobilier est un marché qui sait fonctionner avec des taux d'intérêt qui ne sont pas à zéro. C'est vrai qu'on en a un peu perdu l'habitude depuis on va dire, les 10 dernières années, mais globalement, on est quand même sur on vient de période, si je prends 2007-2008, où on avait relativement peu d'inflation et on avait quand même des taux d'emprunt sur des États français qui étaient autour de 3 ou 4%. Et comme ces taux d'emprunt conditionnent les conditions de crédit, vous voyez qu'il sait faire, le marché de l'immobilier, c'est fonctionner. Alors, il y a une particularité entre les deux, c'est quand même les prix de l'immobilier, certes, en cours de route, ont très substantiellement augmenté. Voilà, donc c'est quand même ces 2 paramètres qui sont à prendre en compte. Enfin, globalement, voilà, on revient à une situation, on va dire, qui est à peu près normale. Et si on le met en réel, si on a une inflation qui est à 6%, vous voyez qu'on est encore en taux qui sont quand même relativement attractifs, encore pour les mêmes. Dernier élément pour planter un peu le cadre, toujours, ce sont les taux de rendement des principaux actifs. Alors, évidemment, les contraintes en fonction des actifs ne sont pas les mêmes, donc c'est toujours un peu réducteur de mettre tout ça sous le même graphique, mais c'est quand même intéressant de le mettre en évidence. Si vous voyez la remontée, alors là, qui est pratiquement à du livret A. Alors, du livret A, c'est pas connu en termes d'investissement, mais voilà, ça va devenir un réel quand même concurrent, alors que ça n'était pas, ça l'était moins, on va dire, jusqu'à présent. Ça va repasser comme un concurrent substantiel. Alors, vous voyez que bon, on a mis le livret A, on évidemment, on a mis les fonds en euros qui sont planchés depuis quand même quelques années maintenant. Ça veut dire que derrière, les SCPI avaient vraiment servi d'arbitrage entre un investissement en assurance vie et un investissement en immobilier papier. Et la question va pouvoir se reposer et va s'analyser, puisque derrière, on va voir comment les rendements des fonds en euros vont pouvoir fonctionner. Et puis derrière, vous avez les rendements locatifs. Alors, c'est des rendements locatifs nets, tels qu'ils sont calculés, là encore, sur ce FNAIM.
Donc, ça reste des rendements qui sont relativement conséquents, enfin, substantiels, on va dire. Puis vous avez ici les rendements SCPI, et c'est ce qu'on va regarder, puisque cette année, ils vont être globalement autour de 4,5. Donc, on reste au-dessus de la fourchette des autres rendements. C'est ça qui est intéressant à pouvoir montrer. Alors, pour les arbitrages que font vos clients, bah, effectivement, la SCPI reste un véhicule qui est facile à, proposer, parce qu'il n'y a pas de gestion par rapport à des investissements dans l'immobilier physique, pas de gestion et des rendements relativement simples à mettre en œuvre, tout en gardant dans l'idée que ce sont des véhicules qui sont quand même assez compliqués à appréhender pour les clients, et c'est pour ça que nous, on vous apporte beaucoup d'informations pour que vous puissiez faire le tour du sujet et vraiment leur apporter le maximum d'informations sur ces véhicules. Voilà pour le contexte général. Alors, on va passer maintenant un peu plus dans le détail sur les différents éléments. Alors, juste avant ça, on va quand même vous parler un peu de nos nouveautés, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui peuvent être intéressantes. Donc, ça, c'est la plateforme qui est accessible directement pour l'ensemble de ces GP. C'est à partir du moment où vous êtes inscrit, vous allez avoir accès à notre nouvel arbre d'aide à la sélection des SCPI. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce que ça va vous permettre justement d'aller trier avec 4-5 questions. Alors, si vous n'avez pas de connaissances pointues en SCPI, ben, c'est un outil qui est fait pour vous, parce que vous allez pouvoir très simplement, voilà, par exemple, je cherche, donc on a 163 SCPI qui sont référencés dans nos bases, je cherche à faire de la diversification, je cherche des investissements, par exemple, qui sont uniquement hors de France, et qui vont me proposer une rentabilité supérieure, et dans le segment des bureaux, vous voyez qu'automatiquement, en fait, ça va me faire ressortir les fonds qui cochent ces cases-là. En l'occurrence, j'en ai deux. Mais si j'avais choisi des informations, par exemple, sur les SCPI qui sont diversifiées, eh bien, là encore, j'en ai deux. Et à chaque fois, ça va vous permettre vraiment d'aller très simplement le marché. Vous avez juste ensuite à cliquer sur les liens pour directement vous retrouver sur la plateforme pour récupérer les informations plus précisément. Voilà. Donc, outil d'aide à la sélection. Pour ceux qui sont un peu plus, alors pour les abonnés et ceux qui sont un peu plus pointus en termes de choix, on a aussi mis en place notre arbre à la décision qui va vous permettre, en fait, là pour le coup, une fois que vous avez choisi les SCPI, ben, je vais prendre de la diversification ici, vous allez pouvoir choisir les poids que vous voulez mettre, donc utiliser nos algorithmes pour mettre en évidence le poids que vous voulez mettre. Alors, par exemple, je veux des SCPI qui proposent la rentabilité la plus substantielle. Automatiquement, je vais avoir ce prix-là qui va être fait, et puis ben, je vais pouvoir choisir, par exemple, dans les catégories, celles des bureaux qui ont une rentabilité supérieure, et automatiquement, la liste de ces SCPI s'affiche en dessous. Et puis, par exemple, je vais regarder celles qui ont, par exemple, une fluidité la meilleure possible, et à ce moment-là, ça va me permettre de regarder celles qui ont une fluidité la plus intéressante, qui ont la rentabilité meilleure, qui sont dans la segment de bureau. Voilà, j'ai ma liste de quelques SCPI qui sont. Donc, très simplement, très rapidement, vous allez pouvoir utiliser les résultats de nos algorithmes sur la partie performance financière pour pouvoir vous faire une liste de quelques CD qui correspondent à vos souhaits ou aux besoins de vos clients. C'est plus intéressant. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je vais refermer la page de promotion et puis on va rentrer dans les détails. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir générer l'ensemble des scorings? Et bien, en fait, nos algorithmes vont travailler à partir d'une énorme base de données. C'est cette base de données à laquelle on vous donne accès et que je vais vous commenter dans les prochaines minutes. Alors, si on part du principe, voilà, on essaie de regarder ce qui se passe. Donc, on a deux gérants qui n'ont pas encore publié Foncière Magellan et puis Urban, donc c'est pour ça qu'on les a retirés. Globalement, on est dans notre base de données, on a 102 SCPI. Pour le moment, on se retrouve à avoir 95 SCPI qui ont été référencés. Et sur ces 95 SCPI, ça représente un marché qui va être qui a été sur la fin d'année 2022 à plus de 84 milliards uniquement pour les SCPI de rendement. Donc, on a le marché à collecter, si on compare par rapport à la situation au quatrième trimestre 2021, le marché à collecter un peu plus de 10 milliards de capitalisation, donc ce qui en fait l'une des meilleures années pour les SCPI, puisqu'ils se retrouvent sur des forces qui étaient la référence du marché, c'est l'année 2019, pour le moment qui a le plus collecté, et là on se retrouve effectivement sur un marché pour les SCPI de rendement qui est encore extrêmement dynamique.
Alors, une fois qu'on a dit ça, on a un taux de distribution. Bon, là, je ne vais pas le commenter plus en détail, mais on a pas très, très, très important. Alors, à noter quand même, alors, mettez de côté le taux de distribution pour les fiscales, parce que c'est un peu biaisé comme élément. Vous notez quand même un taux de distribution, alors, qui est un peu plus favorable dans son calcul, puisque c'est pour ça que ça augmente aussi sensiblement d'une année sur l'autre, puisqu'en fait, toutes les SCPI qui vont avoir des revenus au niveau européen vont avoir l'ensemble. Alors maintenant, tout le monde est mis sur le même pied d'égalité, mais on a quand même des taux de distribution qui sont quand même très, très favorables. Le taux d'occupation financier, c'est la capacité de la DSCPI à remplir le patrimoine qu'elles ont acheté. Donc vous voyez qu'on est sur des taux d'occupation financière qui sont très bons, hein, 91-94%. On a globalement des SCPI qui sont en mesure et des gérants qui font bien leur travail, qui arrivent à remplir à presque 100% le patrimoine qu'ils achètent. Alors, le mode de calcul est un petit peu plus favorable que l'ancien taux d'occupation, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, on va rentrer par contre dans les détails secteur après secteur, puisque c'est ça qui est intéressant aussi de regarder. Alors, le slide suivant va faire peur au départ, mais on va le simplifier. L'idée, c'est de montrer en fait toutes les SCPI, puisqu'on les a toutes dans la base. Avec toutes ces SCPI, vous voyez qu'on se retrouve à avoir quand même des fonds qui sont globalement avec des capitalisations qui sont en augmentation très forte. Alors, si je prends les gérants, vous voyez qu'on a vraiment trois gérants qui tiennent le haut du pavé, hein, à savoir la française, Primonial et Amundi. C'est vraiment les trois leaders du marché. Et puis ensuite, derrière, on a un deuxième paquet de gérants, et c'est ce qu'on va vous commenter un peu plus dans le détail. Deuxième paquet de gérants qui vont être en capitalisation au-dessus de 4 milliards, avec des tendances très différentes, parce qu'en fonction des gérants, vous allez voir ce qui se passe. Et ensuite, derrière, on a, alors je ne vais pas dire le reste du marché, parce qu'en fait, on a des capitalisations qui sont très différentes en fonction des gérants, mais on a deux autres gérants qui sont vraiment alors, en capitalisation intermédiaire, à savoir Atlan et L'Oréal, on va faire un peu plus juste après. Et puis après, avec des situations où on est dans un marché qui est quand même favorable, et on a des gérants sur ce marché, on va les nommer quand même à Riscam, qui sont un peu plus sur place et qui collectent beaucoup moins que le marché. Donc c'est intéressant aussi de regarder, on en a quelques-uns comme ça qui sont dans cette situation. Alors, si je fais un focus sur les quelques gérants, les plus grosses capitalisations, on va dire, donc, je vais prendre la française, et puis on va prendre les trois premiers. Donc vous voyez, entre gérants, on a quand même des dynamiques qui sont un peu différentes. Vous voyez qu'on a Primonial et la française qui collectent assez fort. Dans cette dimension-là, vous voyez que la française, ils ont quand même beaucoup de SCPI. Hein. Je ne vais pas donner de scoop, mais la française, je pense que c'est l'un des gérants qui gère le plus de SCPI sur le marché, mais avec des tendances qui sont très différentes et on a quand même une concentration sur les capitalisations. Si je prends par exemple uniquement les fonds de la française, vous voyez clairement qu'il y a le fonds phare qui s'appelle le épargne foncière qui va représenter 80% pratiquement de la collecte des fonds de ce gérant. Alors, l'épargne foncière a beaucoup augmenté en 2021. À noter que cette augmentation, elle se fait essentiellement parce qu'ils ont fusionné plusieurs fonds les uns avec les autres pour arriver à une capitalisation de ce niveau. Si je reprends, je vais aller chercher Primonial, on va faire un petit peu sur Primonial, qui est la deuxième CPI, enfin deuxième gérant qui collecte beaucoup. Alors je vais faire un. Voilà. Ça nous permet de voir la croissance qui est très substantielle et qui est aussi très concentrée. Ils ont aussi quand même quelques fonds. Alors, on parlera de patrimoine commerce après, mais vous voyez que globalement, la croissance de Primonial, elle est très fortement tirée par Primovie, qui est une CPI alors, étiquetée santé. Nous, on a toujours
on perd quand même dans le détail, on a pratiquement maintenant 30% du patrimoine qui n'est plus de la santé. Alors même si ça reste du bureau, ils ont énormément collecté hein, sur un fonds comme celui-ci. On est à 4 milliards 8 à la fin 2022 et ils étaient à 4 milliards collectés pratiquement 800 millions sur l'année, sur une seule année. Et donc il va falloir qu'on arrive à placer l'ensemble de ce patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve toujours à avoir que de la santé dans Primovi pour le moment. Et puis on a Primocare qui suit à un rythme qui est quand même beaucoup plus, alors ça reste très important, hein, pour les plus de 300 millions, mais qui est un peu plus raisonnable que ce qui se passe sur Primocare. Voilà. Et puis on reviendra sur le quatrième commerce quand on va faire des analyses de l'ensemble de voilà, ça c'était pour les trois premiers. Alors après, si on regarde pour, on va dire, la deuxième cohorte du marché, donc pour faire ça, on va regarder les gérants, par exemple Sophie, on va aller regarder aussi AEW pour voir les tendances pour l'ensemble de ces acteurs. On a aussi Fergal dans ce groupe, et puis on se retrouve à avoir aussi Forum, qui fait une arrivée un peu en fanfare dans ces quatuors. Donc, on voit les tendances. Très clairement, Corum a encore énormément collecté. Hein, quand on dit énormément, c'est plus d'1,2 milliard pour l'ensemble de leurs fonds, avec des tendances qu'on va lister juste après. On peut lister. Si je prends Corum, vous voyez qu'on a des fonds qui collectent tous très fort. Eurion collecte en une année pratiquement 400 millions. C'est quand même des collectes extrêmement fortes. Des fonds Corum Eurion faisait 200 millions et ils passent à 600 millions. C'est même des collectes assez fortes. Alors, les trois sont plutôt destinés à des segments européens, donc ils élargissent très largement leur segment d'investissement, en particulier au niveau européen. On avait fait des focus sur ces investissements européens qui sont quand même à surveiller parce que parfois on se retrouve à avoir des investissements dans des pays où nous-mêmes qui sont experts, on a un petit peu de mal à voir comment une forme de rentabilité dans tout ça, parce que les investissements sont faits dans des secteurs et dans des segments pas tous forcément. Voilà. Donc Corum, très grosse dynamique. Et puis derrière, vous vous retrouvez avec les trois qui étaient le trio juste avant. Maintenant, on a fait arriver Corum dans ce groupe, avec des tendances très différentes en fonction. On a OW qui collecte nettement moins, et puis on a Sophie. Alors Sophie, ils ont un véhicule phare que vous connaissez probablement, qui s'appelle Mourant, qui continue à collecter très fort, sur cette année 2022. Et puis Perial, alors Perial, on va faire un petit peu dessus parce qu'ils ont quand même une approche qui on connaît pas parce que la maison de gestion existe depuis un moment. Et on a quand même, ils avaient trois fonds principaux et ils ont lancé PF Hospitalité et PF Hospitalité qui sont le segment résidence, tourisme et hôtel qui collectent énormément sur l'année 2022. Et voilà, donc ils arrivent quand même à avoir trois fonds, on va dire, principaux, PF Paris, PF2 et PF Hospitalité qui collectent de manière assez équilibrée des fonds sur l'année 2022. Voilà pour les petits focus, on ne va pas aller beaucoup plus loin. On va simplement faire un petit zoom. Alors, sur les segments, alors, celui-là ne va pas être très visible, je m'en excuse, parce qu'on a beaucoup de monde sur le segment des bureaux. On a quasiment tous les gérants principaux qui sont sur les segments de bureaux, avec, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à certains fonds. Accès Valeurs Pierre, attention ici, c'est pas parce qu'ils ont collecté 1 milliard à une année, c'est parce qu'ils ont fait des fusions et ils ont changé des valeurs de part à cause de période. C'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des éléments aussi. Celui-là, il ne faut pas le prendre en compte. Les bureaux, donc ça reste un segment qui est très dynamique. Si je reprends un focus spécifique sur la partie commerce, on a un segment qui était le segment numéro 2, il n'y a pas très longtemps, on verra un petit peu plus loin. Or, c'est un segment qui a des destins très divers en fonction des gérants qui sont sur ce segment. Je vais parler, et là je vais faire un petit focus sur Primonial avec Patrimo Commerce, les fonds crédits sur place. Vous verrez qu'il y a certains éléments qui permettent de près ce fonds, parce qu'il y a des éléments qui sont
pose question, y compris sur le second marché. Et puis on a aussi Aestiam, qui se retrouve avec Aestiam tiers rendement, qui est là aussi à pas forcément collecté beaucoup sur cette année 2022, alors que bien on a d'autres gérants qui sont bon, bien établis. On va penser à Néo, Novateur, qui sont assez récents, mais qui sont collectent beaucoup, Crystal Hand aussi. Et puis on a dans les plus récents aussi, on reviendra sur le nouveau gérant de Manhart qui ont lancé GMA Essentialist, qui apparaissent déjà en termes de collecte. On a aussi les ITCA, commerce, qui se trouvent à être aussi bien présents sur ce segment. Et puis on a les grands sur le marché qui étaient déjà présents, qui font finalement moins bien proportionnellement que les autres en termes de collecte, avec deux grandes avancées sur Novacar et Neo, qui sont vraiment ceux qui collectent le plus fort sur la période. Ça, c'est pour la partie commerce. On va regarder maintenant, faire un petit focus sur la partie hôtel-tourisme, parce que c'est l'enseignement qu'on aura l'occasion de commenter le mois prochain un peu plus dans le détail, mais là aussi avec des dynamiques qui sont extrêmement différentes en fonction des gérants. Donc là encore, Aestiam n'est pas très bien passé sur ce positionnement-là. Atrim qui reprend des couleurs, puisque le Covid sur ce segment-là avait quand même assez difficilement passé. Et les deux gérants, Periel et Atrim, ont passé le cap plutôt bien. Et on voit la dynamique sur PF Hospitalité qui est extrêmement forte, puisqu'ils ont collecté sur ce fonds en une année. On a passé un peu plus de 160 millions. Donc pour le segment hôtel, c'est quand même un positionnement extrêmement intéressant. Je vais parler ensuite de deux segments. Alors, je vais les fusionner parce qu'il y a un logistique et spécialisé. Alors, c'est les segments ASPIN, hein, c'est pour ça que vous retrouvez avec des flux qui sont un petit peu différents, mais au bout du compte, sont sur le même segment. On se retrouve à avoir Activimo qui collecte énormément. En une année, Activimo a collecté plus de 400 millions, ce qui est énorme pour un truc qui était à un peu plus de 200 millions à la fin de 2021. Et on a la Française qui a lancé son propre fonds logistique qui collecte de manière un peu plus raisonnable. Alors, c'est toujours le débat sur la logistique entre est-ce que c'est des segments qui vont suffisamment de profondeur pour investir autant de collecte ou pas. Alors, on ne va pas trancher le sujet ce matin, hein, mais voilà, c'est quand même des éléments à regarder. Et puis, dernier segment, alors là, qui est vraiment devenu, et c'est ce qu'on va regarder juste sur le slide d'après, le segment santé. Dans le détail, on se retrouve à avoir deux mastodontes dans la place, à plus de 2,6 milliards de capitalisation pour Pierre Santé. Hein. On était qu'avant Covid, on était à peine 1 milliard, donc ils ont collecté énormément encore en une année. Ils sont à presque 700 millions de collectes. Donc c'est des fonds qui collectent énormément. On a déjà parlé de Primavie quand on parlait de Primonial. Et puis on a deux autres fonds qui apparaissent. On a Foncière Magellan, qui est avec François Despatriciens qui est ici présent. Et puis, on a deux autres SCPI. Farinvest, qui s'est retrouvé à être la première de notre palmarès de durabilité en termes d'investissement et de qualité de son investissement. Et puis, LF Patrimoine, qui est la petite dernière de la Française, donc qui collecte tout à fait raisonnablement. Et on a vraiment les deux mastodontes dans la place qui sont en première place, avec des approches qui sont quand même très différentes. Parce que pour le coup, sur la santé, continue à maintenir un investissement 100% santé. Donc, reste un peu fidèle au positionnement de l'échelle. On va parler des résidentiels très, très brièvement et en filtrant sur le SCPI, juste en prenant que les SCPI de rendement. Voilà. Vous vous retrouvez à avoir des SCPI de rendement, mais qui sont aussi des SCPI résidentiels. C'est un petit peu la même chose. Alors, on a des tendances qui sont très favorables. Par exemple, Pianeos Pierre, qui est l'un des premiers aussi de notre semaine de durabilité, puisqu'ils vont leur démarche dans le cadre d'une approche environnementale, mais à la fois les fonds qui collectent en fait servent à acheter du patrimoine ancien et en mauvais état pour le rénover et arriver à avoir un patrimoine qui peut être parfois supérieur en forme de bénéfice performance A ou à B. C'est une tendance
peu substantielle. Et puis on a d'autres fonds qui sont historiques, hein, Novapierre qu'on appelle Avapierre 48, Novapierre résidentielle, qui continue à collecter de manière assez sensible, même si ce sont des collectes qui sont potentiellement résidentielles, mais beaucoup moins importantes que ce qu'on peut avoir pour le Voilà pour la présentation des différents acteurs et des forces en présence. On va passer juste à l'étape d'après. En termes de capitalisation, pour bien fixer les idées, qui est-ce qui représente la plus grosse capitalisation? Les SCPI du bureau, ça reste encore extrêmement écrasant, parce que sur un marché à un peu plus de 80 milliards, on a des SCPI du bureau qui représentent presque 50, donc quand même extrêmement sensible. Et ça reste un marché alors, à la fois qui est dynamique, qui collecte, et ensuite qui attire énormément de nouveaux gérants sur ces segments-là. On a un segment qui continue, qui était le numéro 2 il n'y a pas très longtemps, qui est le segment du commerce, et qui est en train de se faire un peu devancer par le segment diversifié, donc c'est un peu de logistique qui est à l'intérieur. Et puis on a surtout le segment de la santé, qui était très marginal jusqu'à présent et qui est en train d'assurer sa deuxième place en termes de capitalisation. Donc, c'est plus devenu un segment accessoire pour les SCPI, c'est vraiment un segment substantiel. Alors, maintenant, si on regarde ce qui se passe pour l'ensemble de ces fonds, lorsqu'ils ont leur capacité à remplir le patrimoine, on a vu que globalement, au niveau du marché, les SCPI fonctionnaient plutôt bien et arrivaient à remplir très facilement leur marché. On voit que c'est un petit peu différent. Ça reste tout à fait convenable. On est au-dessus de 94%. Donc, les SCPI de bureau, c'est elles qui représentent effectivement l'essentiel du marché et c'est elles qui vont driver l'ensemble de ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a certains segments qui arrivent à avoir des taux de remplissage à 100%. Tourisme, hôtellerie tourisme, on n'a pas les éléments sur 2021 parce que c'était les anciennetés d'occupation qui étaient calculées. Mais voilà, on a eu une période qui était quand même assez compliquée sur le Covid. On était des taux d'occupation qui étaient de 30 ou 40%. Ça a très très bien remonté. C'est ce qui justifie, la récupération de l'ensemble. Je vais passer brièvement sur l'évolution des parts de marché. Je vais m'arrêter simplement sur les délais de jeu, les délais de cession de parts. Parce que vous savez que quand vous avez des parts de SCPI, vos clients peuvent les vendre. Et là, on se retrouve avec des segments qui sont extrêmement hétérogènes. Donc là, c'est un calcul qu'on fait, un calcul maison. Quel est le délai pour vendre ses parts à la fin du quatrième trimestre 2022? Là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a certains fonds qui sont... alors, l'ensemble du marché, par exemple, sur le commerce, on est à plus de 16 mois, mais attention, parce qu'en fait, ça dépend vraiment des fonds que vous mettez dans la boucle. Et si, par exemple, j'enlève ASM et puis Patrimoine Commerce, donc vous voyez qu'on se retrouve à des délais de vente qui sont beaucoup plus intéressants. Et c'est donc là où il faut vraiment regarder quand vous proposez à vos clients ces fonds, parce que le Patrimoine Commerce, c'est très bien. On se retrouve à avoir des fonds qui ont je m'avais dit, excusez-moi, je ne sais pas. Alors, en fait, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les éléments qu'il y a à l'intérieur, parce qu'en fait, vous pouvez vous retrouver à proposer des fonds qui ont un sujet de liquidité. Et ce sujet de liquidité, il ne faut vraiment pas le sous-estimer quand vous rentrez sur un point. Alors, certes, on ne peut pas prévoir, c'est pour ça qu'il faut simplement expliquer les choses, mais il faut quand même annoncer des délais qui sont identifiés comme tels, parce que voilà, sinon, on se retrouve à avoir des choses on se retrouve à avoir des délais qui sont de 3 mois quand on retire ces deux délais. Donc, bien identifier et bien regarder quand vous proposez ces éléments, parce que d'ailleurs, vous pouvez trouver des délais accessibles qui sont extrêmement compliqués. Parce que même quand on a plus de 40 mois pour le vendre ce parc, ça devient. Je vais passer cette étape-ci. Alors, un élément qui est toujours intéressant à regarder, on fait des petits tops chez Test. Alors, on va faire ce top-là. On va vous le présenter. Le top ici, en fait, va vous servir à suivre
les plus grosses augmentations de parts qui ont pu être constatées sur le dernier trimestre. C'est un des paramètres que nous regardons des clients. Donc, on a par exemple, vous voyez, Cœur de Raison, qui ont augmenté leur valeur de part. Alors, on n'est toujours pas dans la prédiction, hein, c'est le mode de fixation des valeurs de part, mais on a quand même, on dispose quand même d'un outil maintenant qui nous permet vraiment de regarder dans le détail. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends Atix commerce, alors c'est un peu scandaleux, mais Atix commerce a augmenté de 3 euros sa valeur de part. Et si vous regardez en fait avec le Clinical Util, vous allez pouvoir voir que Atix commerce, alors en fait, je vais vous expliquer ce graphique. Donc, le mode de fonctionnement et le mode de fixation d'une part de SCPI, comment ça fonctionne. Vous allez avoir la valeur de reconstitution qui est la courbe verte. La valeur de reconstitution, c'est la valeur du patrimoine avec l'ensemble des éléments pour reconstruire le patrimoine à date, en fonction de la valeur d'expertise, des montants, etc. Et puis, en fait, à cette valeur de reconstruction, la législation impose aux gérants de faire un tunnel de plus ou moins 10%, ce qui est validé en vert, dans lequel, en fait, la valeur de la part à laquelle les parts vont être achetées, c'est la courbe orange. Ici, les valeurs de part vont fluctuer. Dans ce tunnel, ça va fluctuer. Donc, vous voyez que, par exemple, sur la fixe commerce, à la fin 2021, ben, on pouvait se dire que, globalement, la valeur de reconstitution ayant augmenté, il y avait une probabilité. Ce n'est pas une science exacte, parce que il y a toujours le gérant qui a la possibilité de faire ou de ne pas faire, hein, bien évidemment. Mais, par exemple, ici, le gérant avait la possibilité de dire, bah, voilà, ma valeur de part, elle est plutôt dans la fourchette basse, donc j'ai peut-être intérêt à augmenter ma valeur de part. Et vous voyez dans notre top, ben, c'est ce qu'on se rend compte, effectivement, la fixe commerce a été augmentée de 2-3 euros sur sa valeur de part. Alors, si je prends, on en a listé 2-3 comme ça, hein, je prends par exemple Pierre Capital. Pierre Capital qui est. Ah, la même chose, le tunnel. Et là, vous voyez, à la fin 2021, ça avait déjà été augmenté de 3 euros. Et si on regarde ce qui s'est passé sur Pierre Capital, Pierre Capital a été encore augmenté de 2 euros. Donc, elle reste dans la fourchette basse, mais elle suit globalement la tendance de la valeur de reconstitution. Ce qui veut nous dire qu'a priori, il y a des éléments qui permettent de dire que voilà, le fonds suit une évolution, on va dire, plutôt raisonnable par rapport à ses valeurs de part. Alors, je ne vais pas tous les lister, hein, ils sont tous dans la lunette en fonction des fonds que vous avez, vous pouvez tout à fait vous y reporter. Par contre, derrière, on va peut-être faire un petit peu plus, par exemple, patrimoine commerce. Alors, je n'ai rien contre patrimoine commerce, mais en l'occurrence, on a quand même des éléments qui sont assez à regarder. Donc là, vous voyez, à contrario des deux autres, ben, on a une valeur de part qui est quand même maintenant dans la fourchette très haute et qui est à la limite du tunnel des 10%, de plus de 10%. Donc ça veut dire que voilà, qu'est-ce que va faire le gérant? Donc on attend de voir ce qui va se passer et que la revalorisation sur la valeur de part n'est probablement pas à l'ordre du jour, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il y aura une diminution de valeur de part? Est-ce qu'il va y avoir une collecte supplémentaire? Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui devrait peut-être se passer sur ce séminaire. Voilà pour l'essentiel. Je vais maintenant vous parler de quoi? De moyenne. Alors, c'est le dernier graphique, et puis après on passera éventuellement aux questions dans la salle. Ici, en fait, c'est la moyenne. Alors, je vais mettre vous avez la moyenne du prix de la part, et puis en fait, vous avez les prix des parts par segment de marché. Vous voyez qu'en fonction des segments, alors évidemment, comme il y a beaucoup de bureaux, globalement, ils ont tendance à très fortement impacter, mais en fonction des investissements qui sont à réaliser, vous avez certains segments où il y a des prix des parts qui sont plutôt plus light que d'autres, et donc qui vous permettent d'acquérir plus de parts par exemple, sur la santé, vous voyez que c'est très sensible ce qui se fait sur le marché. Bon, après, c'est plus indicatif, ça ne va pas forcément changer la perception de l'ensemble, mais c'est intéressant quand même à regarder. Et puis, dernier élément, si on regarde sur la partie des dividendes qui sont versés, alors là, c'est pareil, on a la moyenne du marché. Il y a certains segments qui vont distribuer plus, mais attention, parce que c'est des valeurs de part, donc c'est
qui va relativiser en fonction du prix des parts, mais vous vous retrouvez à avoir les bureaux, c'est pas un autre qui mène la danse, en moyenne autour de 9 euros de distribution par part. Il y a un certain nombre seulement qui vont distribuer moins, mais des parts qui sont peut-être un petit peu moins importantes, donc c'est peut-être pour regarder, c'est bien le taux de distribution, on doit aussi quand même voilà pour l'essentiel des éléments. Je vais juste faire un petit focus, parce que ça dépend de vous en parler. Euh, euh, Sachez que l'ensemble de nos baromètres vont vous permettre d'avoir accès à des informations. Alors là, en l'occurrence, c'est d'un trimestre sur l'autre, d'un quatrième trimestre sur l'autre, entre 2020 et T1 et 2022, mais on va plutôt regarder celui-ci qui va intéresser directement tout le monde, parce que ça va vous permettre, en fait, selon les fonds que vous avez, que vous voulez regarder, de voir le comportement du fonds sur la dernière année. Donc là, par exemple, vous voyez que globalement, sur l'année 2022, Quorum a eu un marché, un second marché où il y a eu quand même des ventes qui se sont réalisées, un peu plus de 6 000 parts qui ont été présentées par les entreprises du trimestre. Et sur ces 6 000 parts qui ont été proposées à la vente, eh bien, on a des délais de session qui sont restés à zéro. Ça veut dire que globalement, dès qu'il y a une part qui est présentée, eh bien, elle est soit récupérée par le gérant, soit il y a un acheteur qui se présente. Donc, ce sont des éléments intéressants à regarder. Alors, évidemment, il ne faut pas le passer tous les temps. Donc là, j'ai déjà parlé de ce focus-là, mais c'est quand même intéressant de pouvoir identifier ce qui se passe sur les fonds systématiquement de manière à voir comment se positionnent les fonds. Alors, vous avez cette tendance-là sur le trimestre, mais vous allez pouvoir aussi le récupérer sur la dernière année. J'en ai terminé. Je vais juste vous présenter, je ne sais pas si tout le monde est au courant qu'on a des outils qui vont vous permettre en fait, de faire des allocations de portefeuille. Alors, ces allocations de portefeuille sont faites en fonction des gérants. Vous allez pouvoir backtester les portefeuilles, c'est-à-dire en créant votre portefeuille, vous pouvez gérer aussi le dénombrement de propriétés de manière partielle. Si vous avez des questions, je peux rentrer dans le détail. Vous allez pouvoir tester pour chacun des fonds du marché les performances sur les 5 dernières années, en fonction des investissements qui sont réalisés. Vous allez aussi pouvoir suivre les portefeuilles en fonction des dates d'acquisition. Vous allez pouvoir aussi générer, alors vous avez des petites bibliographies qui vont bien, et puis surtout, vous allez pouvoir générer tout ce qui est les frais ex-ante pour que vous puissiez rédiger les rapports de préconisation de manière beaucoup plus facile et fluide. Et on est en train de mettre la main sur la dernière partie de le dernier onglet qui fonctionne, qui va vous permettre en fait de faire des projections en fonction d'hypothèses que vous pourrez placer, des projections sur le devenir du portefeuille que vous pouvez proposer à votre client. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc vous allez voir aussi, par exemple, je n'ai pas pensé à vous en parler, mais la répartition par pays, par région, par secteur d'activité, par gérant, de l'ensemble de l'allocation que vous faites. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de proposer des portefeuilles qui soient diversifiés à vos clients, ou si vous avez des clients avec des portefeuilles existants, et bien de pouvoir leur ajouter une ou deux lignes avec, par exemple, des SCPI qui viennent d'arriver sur le marché pour qu'ils peuvent diversifier eux-mêmes leurs investissements.